René Guénon. Les états multiples de l'être. Chapitre 12. Les deux chaos. Parmi les distinctions qui, suivant ce que nous avons exposé dans le chapitre précédent, se fondent sur la considération d'une condition d'existence, une des plus importantes, et nous pourrions sans doute même dire la plus importante de toutes, est celle des états formels et des états informels, parce qu'elle n'est pas autre chose, métaphysiquement, qu'un des aspects de la distinction de l'individuel et de l'universel, ce dernier étant regardé comme comprenant à la fois la non-manifestation et la manifestation informelle, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. Note de bas de page. L'homme et son devenir selon le Vedanta, page 41-42. Retour au texte. En effet, la forme est une condition particulière de certains modes de la manifestation, et c'est à ce titre qu'elle est, notamment, une des conditions de l'existence dans l'état humain. Mais, en même temps, elle est proprement, d'une façon générale, le mode de limitation qui caractérise l'existence individuelle, qui peut lui servir en quelque sorte de définition. Il doit être bien entendu, d'ailleurs, que cette forme n'est pas nécessairement déterminée comme spatiale et temporelle, ainsi qu'elle l'est dans le cas spécial de la modalité humaine corporelle. Elle ne peut aucunement l'être dans les états non humains, qui ne sont pas soumis à l'espace et au temps, mais à de toute autre condition. Note de bas de page. Voir Ibidem, page 190, et aussi le symbolisme de la croix, page 18. Ouvrons les guillemets. La forme, géométriquement parlant, c'est le contour, c'est l'apparence de la limite. Fermons les guillemets. Maggioi, la voie métaphysique, page 85, entre parenthèses. On pourrait la définir comme un ensemble de tendances en direction, par analogie avec l'équation tangentielle d'une courbe. Il va sans dire que cette conception, à base géométrique, est transposable dans l'ordre qualitatif. Signalons aussi qu'on peut faire intervenir ces considérations en ce qui concerne les éléments non individualisés, mais non pas supra-individuels, entre parenthèses, du monde intermédiaire, entre guillemets, auquel la tradition extrême orientale donne la dénomination générique d'influences errantes, entre guillemets, et leur possibilité d'individualisation temporaire et fugitive en détermination de direction par l'entrée en rapport avec une conscience humaine. Conféré L'erreur spirit, page 119-123, entre parenthèses. Retour au texte. Ainsi, la forme est une condition commune, non pas à tous les modes de la manifestation, mais du moins à tous ces modes individuels, qui se différencient entre eux par l'adjonction de telle ou telle autre condition plus particulière. Ce qui fait la nature propre de l'individu comme tel, c'est qu'il est revêtu d'une forme, et tout ce qui est de son domaine, comme la pensée individuelle dans l'homme, est également formel. Note de bas de page. C'est sans doute de cette façon qu'il faut entendre ce que dit Aristote, que, ouvrons les guillemets, l'homme, en tant qu'individu entre parenthèses, ne pense jamais sans image, fermons les guillemets, c'est-à-dire sans forme. Retour au texte. La distinction que nous venons de rappeler est donc, au fond, celle des états individuels et des états non individuels, ou supra-individuels, entre parenthèses, les premiers comprenant dans leur ensemble toutes les possibilités formelles et les seconds toutes les possibilités informelles. L'ensemble des possibilités formelles et celui des possibilités informelles sont ce que les différentes doctrines traditionnelles symbolisent respectivement par les eaux inférieures, entre guillemets, et les eaux supérieures, entre guillemets. Les eaux, d'une façon générale et au sens le plus étendu, représentent la possibilité, entendue comme la perfection passive, entre guillemets, ou le principe plastique universel, qui dans l'être se détermine comme la substance, entre guillemets, aspect potentiel de l'être, entre parenthèses. Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus que de la totalité des possibilités de manifestation,
les possibilités de non-manifestation étant au-delà de l'être. Note de bas de page. La séparation des eaux, au point de vue cosmogonique, se trouve décrite notamment au début de la Genèse. 1, 6, 7. Entre parenthèses. Deuxième note de bas de page. Voir le symbolisme de la croix, page 166-167. Troisième note de bas de page. Conférer l'homme et son devenir selon le Vedanta, page 71-72. Retour au texte. La surface des eaux, entre guillemets, ou leur plan de séparation, que nous avons décrit ailleurs comme le plan de réflexion du rayon céleste, entre guillemets, marque donc l'état dans lequel s'opère le passage de l'individuel à l'universel, et le symbole bien connu de la marche sur les eaux, entre guillemets, figure l'affranchissement de la forme, ou la libération de la condition individuelle. Note de bas de page. Le symbolisme de la croix, chapitre 24. C'est aussi dans le symbolisme hindou le plan suivant lequel le Brahmanda, ou œuf du monde, entre guillemets, au centre duquel réside Hiranyagarbha, se divise en deux moitiés. Cet œuf du monde, entre guillemets, est d'ailleurs souvent représenté comme flottant à la surface des eaux primordiales. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, pages 71 et 143-144. Fermons la parenthèse. Deuxième note de bas de page. Narayana, qui est un des noms de Vishnu dans la tradition hindoue, signifie littéralement « celui qui marche sur les eaux », entre guillemets. Il y a là un rapprochement avec la tradition évangélique qui s'impose de lui-même. Naturellement, là comme partout ailleurs, la signification symbolique ne porte aucune atteinte au caractère historique qui a dans le second cas le fait considéré, fait qui, du reste, est d'autant moins contestable que sa réalisation, correspondant à l'obtention d'un certain degré d'initiation effective, est beaucoup moins rare qu'on ne le suppose d'ordinaire. Retour au texte. L'être qui est parvenu à l'état correspondant pour lui à la surface des eaux, entre guillemets, mais sans s'élever encore au-dessus de celle-ci, se trouve comme suspendu entre deux chaos, dans lesquels tout n'est d'abord que confusion et obscurité, tamas, entre parenthèses, jusqu'au moment où se produit l'illumination qui en détermine l'organisation harmonique dans le passage de la puissance à l'acte, et par laquelle s'opère, comme par le fiat lux cosmogonique, la hiérarchisation qui fera sortir l'ordre du chaos. Note de bas de page. Voir le symbolisme de la croix, pages 175-176 et 194-195. Retour au texte. Cette considération des deux chaos, correspondant au formel et à l'informel, est indispensable pour la compréhension d'un grand nombre de figurations symboliques et traditionnelles. C'est pourquoi nous avons tenu à la mentionner spécialement ici. Note de bas de page. Conférer notamment le symbolisme extrême-oriental du dragon, correspondant d'une certaine façon à la conception théologique occidentale du verbe comme le lieu des possibles, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, page 168. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Du reste, bien que nous ayons déjà traité cette question dans notre précédente étude, elle se rattachait trop directement à notre présent sujet pour qu'il nous fût possible de ne pas la rappeler au moins brièvement.